Bienvenue à Polysécure. Cet épisode, je suis avec Vincent. Salut! Qui a toujours de la misère à trouver son bouton pour enlever le mute. Et c'est toujours la même chose. Maintenant, ça va arriver, ça va rentrer. On a changé de plateforme, fait que c'est des fois un petit moment d'apprentissage. Consacre les shameless plugs, toujours COVID. Malheureusement, au moment de l'enregistrement, on sent que la troisième vague est en cours de formation. Ce serait très dommage que celle-ci vienne fouetter dans notre été et gâcher un peu nos moments de retrouvailles et de terrasse. Donc, s'il vous plaît, masque, lavage de mains, mesures de distanciation, qu'on puisse arriver, faites-vous vacciner. On en a même mentionné dans les derniers épisodes, les parents Vincent sont vaccinés. Je pense que Vincent va se vacciner prochainement aussi. Puis moi, à un moment donné, quand les choses vont arriver. 15 avril, le Sécure 2021, les conférenciers ont tous été enregistrés. On va diffuser des épisodes spéciaux sur le podcast pour présenter chacune des conférences qui vont avoir lieu, donc à suivre. Les inscriptions sont encore ouvertes. Le 16 avril, le lendemain du Sécure, il va y avoir le Boss of the Sock, qui est dans le cadre du Sécure aussi, dans lequel c'est une simulation d'un SOC, d'un COCD, dans lequel vous pouvez venir participer. Il reste encore des places. Les inscriptions sont encore ouvertes à ce moment-ci. Dépêchez-vous parce que les places sont limitées et la date d'inscription aussi, elle est limitée. Donc, ce serait très le fun. C'est des équipes de 4, fait que trouvez-vous 3 autres de vos collègues et allez tester ça. C'est super chouette comme expérience. Nouveau podcast en sécurité, Incidence, qui traite des sujets de plus de vie privée. Un sujet est en profondeur, fait que c'est très intéressant ce que Virginie présente dans son podcast. Et commençons avec une nouvelle. Je vais commencer une première nouvelle de Vincent sur le Shadow IT. Oui! Salut tout le monde! En fait, c'est pas une grosse nouvelle, là. C'est un petit peu... Je veux décortiquer avec vous un peu le Shadow IT et ses principaux risques. Parce que j'ai l'impression que Shadow IT, c'est un terme intéressant, c'est court, c'est exactement ce que ça veut dire. Le X, c'est que j'ai l'impression qu'il y a d'autres peut-être éléments, appelons-les à risque et hors normes, qui commencent à se greffer justement à ce terme-là. J'ai mis j'ai mis 3 liens si je me trompe pas là. Wiki, Keymicro puis Microsoft là, 3 articles intéressants qui donnent certains trucs, qui définit c'est quoi, qui explique, puis vous ferez une tête avec ça là pour vos différents projets dans vos entités. Alors, Shadow IT pour moi là, la définition c'est toute insertion dans une infrastructure d'une entité qui offre un service, un produit pour lequel ça déborde des orientations d'approvisionnement, des principes de gestion de la configuration pour l'insertion dans l'infra. Ça peut être de nature fichier, applicative base de données et tout simplement également, matériel. Et puis, tout ça à la fois, mais en mode virtualisé chez un grand fournisseur du monde de la GAFAM, par exemple. Donc, les principaux risques auxquels une entité peut faire face, puis là, je parle pas de ceux qui exploitent là, ces éléments de Shadow IT là, parce que je pense que l'idée de base, c'est que il n'y a pas de moyen à l'interne pour atteindre vos objectifs autres que d'insérer quelque chose qui sort du cadre. Donc, les intentions ne sont pas mauvaises. Par contre, ça peut engendrer ce qu'on appelle des risques. Par exemple, le premier, ça va être des risques de sécurité. Si vous avez des risques, si vous avez des mécanismes de sécurité transversaux ou même par entité là, chez vos employeurs, du Shadow IT, c'est un peu hors la loi. En fait, c'est hors la loi, point barre. Là. Donc, vous augmentez peut-être des risques d'un point de vue sécurité si c'est pas enligné sur vos orientations. Si vous êtes une entreprise assujettie à, une autorité de régulation, que ce soit l'AMF, mettons pour des états financiers, vente et distribution de produits d'assurance de personnes, de dommages collectifs. Si vous êtes une banque, il y a les accords de Bâle, il y a toutes sortes justement de régulateurs.
ben à ce moment-là, si ces plateformes-là, c'est pour faire du traitement qui est assujetti à un régulateur, ben ça devient à ce moment, vous pourriez avoir des risques justement d'être des risques de conformité. J'ai parlé de la gestion des configurations, bien entendu, ça sort du cadre de la gestion des configurations. Tant mieux si vous êtes en mesure de les appliquer et de bonne foi, vous le faites. Mais dans la gestion des configurations, n'oubliez pas, il y a aussi l'inventaire de ce qu'on insère dans l'infra. Donc, souvent, c'est le Shadow IT est pas inventorié, pas indexé, parce qu'on veut, on a l'intention de le garder sous le radar, mais avec des bonnes intentions d'exploitation. Mais bon, c'est un peu un paradoxe de parler comme ça, là. Puis, la collaboration est moins efficiente à ce moment-là, parce que les gens sont embauchés pour accomplir des tâches selon leur rôle et responsabilités. En introduisant du Shadow IT, ça déroute leur rôle et responsabilités et ainsi qu'un pourcentage de leurs tâches à faire autre chose que ce pourquoi ils sont engagés. Et puis, la continuité de service. Si ce système-là a pas de visibilité, est caché de par son nom Shadow IT, vous faites des traitements de production là-dessus, il arrête de fonctionner. En termes de continuité, comment votre équipe d'entretien maintenance, gestion de problèmes, incidents va être en mesure de bien identifier, bien mettre en évidence, trouver le problème, réparer, remettre en marche. Souvent, ça s'en vient qu'une tape ses doigts aussi, parce que c'est un système qui n'était pas répertorié. Puis c'est plate, une tape ses doigts. Fait que c'est les 5 principaux risques là, que je vois au niveau du Shadow IT. Vous irez voir le Wikipédia, c'est intéressant aussi. Mais Microsoft donne des pistes de solutions, justement, pour déceler puis gérer le Shadow IT. En passant, Shadow IT égale pas vous faites le mal. Il va arriver dans certaines situations où il y a peut-être un système d'information en mode Shadow qui est exploité, mais qui est beaucoup plus performant et moins coûteux d'opération que celui que vous avez en place. Ça peut arriver aussi, là. Hein? Vous trouvez la perle rare, effectivement, et vous le passez en continuité, c'est documenté, entretien, maintenance, etc. Effectivement, ben c'est ça, selon mon expérience, il y en a partout de ça. Ça va du simple chiffrier Excel jusqu'au plein logiciel, au service infonuagique qui est utilisé pour arriver à des choses. Où moi, je trouve que cette situation-là est problématique, c'est quand c'est pas contrôlé. Je sais que plusieurs organisations font les efforts de répertorier ce qu'on appelle les DMU, le développement en milieu utilisateur ou tout ce qui concerne ça, ou toutes les tentatives d'utilisation d'un service maintenant infonuagique, là, parce que le coût de friction d'usage d'un service infonuagique est tellement faible que c'est facile d'adhérer à ce genre de choses. On fait juste penser à l'usage d'un Doodle, un Google. On peut nommer le produit qui répond à un besoin d'affaires ponctuel et dans lequel on a c'est trop compliqué. Donc un peu aussi l'autre côté où l'organisation doit avoir une certaine vélocité, capacité d'accepter l'arrivée de ces nouveaux services-là puis de ces nouvelles fonctions-là justement pour répondre aux besoins des utilisateurs sans que ceux-ci se sentent obligés d'aller utiliser un service tiers. Là. Puis même, on parle j'ai vu dans les organisations qui utilisent WeTransfer pour transférer des fichiers entre départements dans une même organisation. Donc, tu sais, déjà, ouais, là, il y a Vincent qui rit. Fait que déjà là, il y a des problèmes de compréhension du rôle des TI. Puis peut-être aussi, il faudrait arrêter dans certains, j'espère pas partout, organisations où c'est le département du non, où tout est refusé systématiquement, puis il n'y a rien qui est adhéré au niveau de l'utilisateur. Fait que là, on se crée notre propre problème au bout du compte. Là, on crée notre propre désuétude. Hey, écoute, effectivement, Gant, tu as amené un terme intéressant, le fameux DMU. Le fameux DMU qui peut, à certains égards, être considéré comme du Shadow IT. Je vais vous donner un exemple. J'ai écouté un entretien dernièrement, là, puis ça m'a comme pété au visage, juste la petite phrase que la personne a dit. Pensez à l'utilisation des grandes plateformes, Google, Amazon, Microsoft. L'accès aux outils de gestion. Celui qui a accès aux outils de gestion, que peut-il faire? Prenons par exemple un container Amazon. On fait du développement, le code source est dans une zone
protégée. La base de données de développement est séparée de la base de données de production. Il y a des belles méthodes. Qu'est-ce qui empêche un gestionnaire de console Amazon, par exemple, ou même dans certains cas un développeur, de faire un copier-coller de la base de données quand les accès sont mal gérés? Oubliez pas, hein, ça c'est exposé sur Internet. Une erreur humaine peut aggraver et peut être un facteur d'aggravation de mesures de sécurité du jamais vu. Là. Vous pouvez pas vous méfier du problème que ça peut engendrer si on décidait à côté de faire un environnement pour faire des tests de performance. Puis, whoops, on oublie de mettre ça derrière le firewall virtuel. On a décidé de mettre ça dans une autre zone. Whoops, la zone est exposée. Il y a un moteur Google qui décide de venir indexer tout ça en plus. Écoutez, c'est pas pour rien qu'on a besoin. On appelle ça du shadow IT. Puis c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs entités créent des encadrements de sécurité, encadrement info-nuagique. Donc, gestion des configurations, gestion de la sécurité, gestion de la mise en place d'une infrastructure, un arbre décisionnel, hein, des étapes. 1, on fait pas affaire avec lui. Hein. 2, faites attention à tel élément. C'est là où on va déceler les pièges, puis on va avoir un arbre décisionnel, puis une chaîne d'approvisionnement jusqu'à la mise en place en production qui va être faite de façon adéquate, protégée, puis sécuritaire. Alors voilà. Ouais, ben c'est ça, c'est justement les pratiques de sécurité sont généralement pas super bien maîtrisées par les gens en milieu utilisateur. Donc, des fois, ils peuvent pas mesurer à quel point ils mettent les données à risque. On voit souvent le fait qu'on véhicule beaucoup le message que l'infonuagique, c'est sécuritaire. Oui, ça l'est. Le fournisseur lui-même est sécuritaire. Par contre, ça prend quand même une configuration des utilisateurs pour maintenir le lien de sécurité totale de l'information qui est hébergée. Puis on a vu à maintes reprises des buckets S3 chez Amazon mal sécurisés, avec des données militaires, avec des données de renseignement, avec des données sensibles, avec des données de banque, avec n'importe quoi. Fait que ça, c'est un super exemple d'un shadow IT, par exemple, qui a été mal maîtrisé, puis qui a été malheureusement explosé dans le visage des gens qui l'ont fait. Puis écoutez, je veux pas mettre à mal Amazon, mais vous savez, accéder à la zone de configuration, vous pouvez avoir le modèle de partout dans le monde ou à partir de votre infra seulement. Il y a moyen de sécuriser ça, mais faites attention. Il y a des paramètres de sécurité, par exemple, quand on ouvre la console de gestion en mode administrateur, le délai d'inactivité à partir duquel le système va faire un log-off automatique. Mais les dernières infos que j'ai eues à propos d'Amazon, c'est 12 heures. Autrement dit, c'est inacceptable comme paramètre. Il s'agirait qu'un administrateur distrait laisse une console ouverte. Ça prendrait 12 heures d'inactivité, justement, avant qu'il y ait une déconnexion automatique. Et puis le pire peut arriver pendant ce temps-là. Ouais, puis c'est un peu aussi, on revient sur ça, puis c'est souvent l'analogie qui revient, là, la différence entre un expert qui connaît vraiment ces choses puis quelqu'un qui n'est pas un expert, qui connaît moins bien quelque chose. Ben, les choix de technologie, de loi de sécurité, les éléments qui sont associés avec ça sont très importants parce que l'infonuagique, c'est un autre univers. La sécurité qu'on y applique est une autre façon. Fait que c'est pas à la portée de tout le monde. En tout cas, du moins, c'est pas le beau-frère dans son sol qui va être nécessairement capable de savoir comment on sécurise correctement Amazon, comment on sécurise correctement Google, comment on sécurise correctement Azure, qui sont les 3 grandes plateformes là, les plus connues. Donc, ça prend quand même une expertise et une connaissance particulière pour œuvrer dans ces environnements-là. Puis même aux gens, des gens qui sont habitués de faire de la sécurité sur site, sont pas nécessairement habitués à faire le même genre de choses parce que la différence fondamentale en infonuagique, c'est que c'est tout le temps exposé aux méchants Internet, contrairement à ce qu'on a sur site, qui est normalement généré protégé par un et ou plusieurs couches de coupe-feu entre le méchant Internet et la donnée qu'on chose. Fait que déjà là, il y a une différence très importante. Faut pas confondre la fluidité parce que c'est sûr que là, on parle de DMU, Shadow IT, c'est facile de faire des choses en Amazon, c'est facile de faire des choses dans un Excel. Faut répertorier. Puis le
problème, puis là, tu le mentionnais aussi, le fait que ça soit répertorié, que ça soit connu. Ça, c'est que là, à ce moment-là, c'est que, disons, si on a un incident, puis là, je veux dire, là, on a une vague de rançongiciels qui circulent, autant au Québec qu'à travers le monde. On a eu malheureusement nos cas qui ont été publicisés. Mais cela étant, ces rançongiciels-là viennent chiffrer l'ensemble des contenus. Et ils vont chiffrer les DMU, vont chiffrer le Shadow IT. Et si aussi ils n'ont pas été répertoriés, ben là, on se retrouve avec des informations qui sensible, qui n'a pas seulement fuité dans le réseau des malveillants et qui ensuite est chiffré, qui est pas disponible. Fait que tout ça amène aussi, même sur site, à des risques supplémentaires qu'on ne maîtrise pas nécessairement bien comme utilisateur, qui est important. Puis c'est encore là, les départements de TI, départements de sécurité, des accompagnateurs et non des départements du nom. Là. J'arrête pas là, mais c'est vraiment la raison première pourquoi on se ramasse avec des problèmes à l'usage de services WeTransfer, par exemple, transférer des fichiers entre deux départements, c'est parce que les TI ont juste dit non puis n'ont pas faire de solution. Fait que il faut être en mode solution, faut répondre aux besoins d'affaires. Si on se ramasse avec un problème 1 million de fois pire, c'est juste malade, là. Oui, effectivement. Écoute, le département du nom, je vais la retenir, celle-là. Je l'ai sûrement déjà entendu, là, ça n'a juste pas accroché, mais. Ça vient de Dilbert, ces affaires-là. Mais tu vois, t'as amené un point intéressant, effectivement. Une insertion dans une infra, là, faut que ça découle d'un besoin d'affaires. Oubliez jamais ça. Faites pas les cow-boys juste pour agrémenter vos journées. Par contre, si vous avez besoin d'agrémenter vos journées, mais vous avez des gestionnaires. C'est peut-être pas pour un besoin d'affaires, c'est peut-être pour un besoin de performance, un besoin de plus de fluidité, etc. Avant d'aller vers du Shadow IT, parlez donc à vos gestionnaires. Peut-être qu'ils vont vous dire oui. Faites-vous un business case. C'est pas. Avec un business case, le département du nom, il dira pas non. Il est trop tard. Vous leur avez donné 15 pages à lire. Ils sont obligés de les lire avant de vous dire non. C'est ça qui est le fun avec un business case. C'est ça. La documentation puis l'expression des besoins est toujours un élément très, très important. Et effectivement, prenez un gestionnaire à qui on offre 50 millions par année pour ses opérations, les salaires, etc. Puis il arrive toujours à scène près, puis vous y arrivez avec une solution où on va donner un premier coup les 1 ou 2 premières années, mais après ça, il y a un 5 à 10 millions qui va économiser parce qu'on va être plus performant, donc on va pouvoir le dépenser à autre chose. Oh, on jase, là. Vous avez mis des dollars sur la table, là. Vous avez une démonstration, là. Et il dit, ça mérite le coup d'œil. Mais bon. Fait qu'on s'est un petit peu écarté du Shadow IT, mais regarde, t'as fini avec un dernier point, Nico, là, tout ce qui pourrait. C'est un grand domaine, là, malgré tout, là, le Shadow IT est quand même, à mon sens, un parapluie très grand, là, puis juste le volet info-nuagique du Shadow IT est probablement celui le plus problématique parce qu'on va mettre dans les mains des gens l'utilisation de services commun, tu sais, puis c'est là aussi, puis il faut faire la différence. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils utilisent un gizmo à la maison, la classique, c'est Doodle, puis il est très connu, tout ça, puis le transporteur d'entreprise, ça se fait bien. Non, ça se fait pas bien parce que les paramètres de sécurité, les paramètres légaux, tu es vraiment dans le monde de la vérification et encore plus dans un monde de conformité légale et de contractuel, ce qui fait que il y a des informations qu'on n'a pas le droit de diffuser en dehors du pays, par exemple. C'est légalement, on n'a pas le droit de le faire. Quand l'usage d'un service qui fait transfère ces informations à l'extérieur du pays, là, on se met en contravention. L'entreprise est en contravention avec ces différents éléments-là. Fait qu'il faut faire très attention. C'est très, très complexe et souvent bien au-delà de ce que le simple utilisateur a connaissance, par exemple. Je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet-là. On l'a bien battu, le sujet. On l'a bien battu, oui. Puis tant qu'à parler de sujets de cette nature-là aussi, juste une petite nouvelle, là, le fait, puis ça va dans la même mouvance que ce qu'on discute, tout le volet des systèmes âgés ou maintenant on appelle ça patrimoniaux, c'est pas exactement la même chose, mais les systèmes âgés qu'on laisse traîner dans nos infrastructures, qui finissent par devenir un danger à nos informations parce qu'ils sont pas entretenus, sont souvent maintenant ultra vulnérables en plus. Il contient un paquet d'autres problèmes. Fait que c'est tout ce problème-là, cette dette technologique-là qu'on est
qu'on entretient parce que ça nous tente pas, parce que on n'a pas il y a des projets beaucoup plus sexy, beaucoup plus intéressants à faire que d'aller s'occuper des affaires qui sont en train de briser. Donc, d'un peu de tenir ça en compte. Ça suit aussi à la nouvelle sur Exchange que ça a créé dans le dernier mois. Beaucoup d'émois comme chose, une correction urgente qui devait être déployée et tout ça. Et il y a eu beaucoup de commentaires qui s'est fait par plusieurs professionnels, dont certains qui disaient que si vous n'êtes pas capable de corriger, balancez ça dans l'info nuagique parce que si vous n'êtes pas capable de faire l'effort nécessaire pour corriger votre système ou s'il est tellement désuet à l'heure actuelle que vous n'êtes pas capable de le corriger, c'est peut-être le temps d'envoyer vos TI ailleurs chez des gens qui sont capables de les entretenir convenablement. Là. Dans le fond, c'est comme avoir un pont puis le laisser s'écrouler chez soi parce que en final, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'expertise, on n'a pas les priorités qui sont pas alignées pour ce genre de choses-là. Donc, c'est ça, puis tu sais, la cantine nouvelle, tu sais, il y a eu des verres, les groupes malicieux sont embarqués là-dedans. Fait que, à l'heure actuelle, si votre exchange était ouvert, ben, il a été compromis. Puis s'il n'est pas encore corrigé, s'il a été corrigé, il peut être encore compromis, même s'il a été corrigé. Donc, il y a un panoplie de travaux et de nettoyage à faire avec ça. C'est une belle occasion de faire peut-être un peu une réflexion sur sur la nature de vos TI, puis de comment vous vous situez par rapport à ça. Oui. Ben, écoute, juste un petit élément, ça m'a fait rire. Dette technologique, l'élément qu'on voit le moins, là, en fait, le risque dont on parle le moins, moi, j'appelle ça l'évaporation des compétences. Ceux qui ont les compétences, en passant, c'est pas sexy, une dette technologique quand on veut embaucher les plus jeunes puis de la rétention, parce que ces compétences-là ne s'enseignent plus, justement. Puis les gens qui ont des compétences, cherchez-les pas, là, ils commencent à mourir. C'est plate comme terme, là, mais ces gens-là commencent à être en fin de vie, mais en fin de vie humaine, là. Ça veut dire qu'il y a vraiment une disparition de certaines compétences. Pensez-y à ça aussi, là. C'est bien le fun d'avoir un bon vieux MVS dans son infra. C'est une tonne de briques. C'est pas portable pantoute. Ça a énormément de visibilité, mais maudit, allez jauger vos employés d'entretien, maintenance puis gestion d'incidents. Puis faites-leur la mauvaise blague de dire que le central a carrément planté. Faut commencer là à le décortiquer, puis à le réparer, puis à trouver ce qui marche plus. Alors, regardez le niveau de stress qui va s'installer dans vos employés. Peut-être qu'ils vont se dire « Ah non! Ce qui devait pas arriver est en train de nous arriver, les gars! » Oui, c'est une mauvaise blague. Le 1er avril arrive. Là, faites-leur un petit poisson d'avril là-dessus. Là. Ça va être un bon indicateur qui va vous faire prendre peut-être une décision de faire une boulette puis sacrer ça dans l'info nuagique, effectivement. Là. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça suffit. Il faut remplacer. Là. Faut arrêter de s'acharner. Oui, c'est ça. Puis pour ceux qui sont de nos auditeurs qui sont au gouvernement du Québec, il y a beaucoup un effort très grand de la part du secrétaire du Conseil du Trésor, justement, à éradiquer cette désuétude-là. Ils ont des paramètres très spécifiques, là, très normés dans leur cas, mais quand même, il y a un effort de ce côté-là qui est en train de s'exécuter. Qui était largement dû là, d'exécuter ce genre de choses-là, d'avoir l'entité chef de dire à tout le monde, à tout son monde, de dire allez, débarrassez-vous de désuétude, ça presse parce que là, vous amène des problèmes. Puis nous, ces problèmes-là, on est un peu tannés de les avoir, puis on est un peu tannés de faire les journaux, ce qui est tout à fait très légitime comme élément. Là, fait que ça a créé certaines avancées de ce côté-là, ce qui est très pertinent. Puis même le problème Exchange aussi a amené d'autres réflexions qui devraient amener aux organisations d'autres réflexions, là, de prendre la boulette puis de l'envoyer dans l'info nuagique comme j'ai mentionné, tu as renchéri dessus. C'est toute la réflexion sur la gestion de la configuration de vos affaires comme le Zero Trust, qui est un élément très important, ou un aspect de configuration, un pattern de design là, pour permettre à régler ce genre de choses-là, ou justement le fait qu'un système, comme dans ce cas-ci Exchange par exemple, ou même SolarWinds à la limite, là, si on remonte à un problème
un petit peu plus vieux de 3 mois, a affecté dans une réflexion de cette nature-là. Au moins, on vient commencer à avoir un design qui est plus robuste. Même si nos systèmes ne sont pas parfaits, on est capable d'amener un certain degré de contrôle beaucoup supérieur à ce qui est là et qui limite ce genre de choses-là. Puis de plus en plus d'organisations, d'ailleurs récemment, la NSA a publié un guide pour aider les organisations à mettre le Zero Trust en place. Le NIST a fait de la même chose. Microsoft met beaucoup l'emphase sur ce genre de choses-là aussi. Donc, toutes les grandes organisations sont en train de véhiculer ce message-là. Ce sera peut-être le temps aux plus petites organisations qui ne travaillent pas en TI de façon principale, de commencer à intégrer une réflexion de cette nature-là, de commencer à dire, OK, la façon qu'on a toujours fait les TI, c'est peut-être plus la meilleure façon maintenant. Les temps ont changé, on est ailleurs. On est vraiment, vraiment très ailleurs. Donc, c'est un peu cet élément-là. Puis en conjuguant ça avec le fait que maintenant, on est en télétravail, certains ont hâte de retourner au bureau, d'autres moins. Mais il demeure que la probabilité, c'est qu'au moins 50% des gens qui sont capables ou sont dans un contexte de travail qui permettent justement le télétravail vont rester dans un mode soit permanent ou hybride ou ça en télétravail. Donc, on se ramasse beaucoup avec des environnements de travail où le point terminal qui était anciennement dans nos infrastructures contrôlées, avec carte d'accès, avec un tranche consulté à l'entrée pour être sûr que c'est les bonnes personnes qui rentrent physiquement dans les lieux et ainsi de suite. Là, on se ramasse dans les autres maisons avec les enfants qui jouent sur le même réseau, avec le conjoint et la conjointe qui, elle aussi, soit travaille ou soit a des comportements ou une hygiène en cybersécurité qui est peut-être un peu plus basse. On se retrouve dans des environnements comme ça où tout le contexte de granularité de la sécurité sur le endpoint, entre autres, est d'autant plus importante maintenant que ça l'a déjà été par le passé. Là. Puis, intéressant, Nico. Puis, autre élément, mettez pas vos œufs tous dans le même panier, là. Ça prend de la diversité. Vous avez de la diversité dans votre infra. Il y a de la diversité de belles technologies à l'externe, de la belle diversité infonuagique. Prenez le temps de bien magasiner, hein. Développer, c'est quoi vos objectifs? Déclinez vos objectifs à atteindre en critères. Ces critères-là vont vous servir de baseline justement pour faire l'évaluation des différents fournisseurs. Est-ce que les fournisseurs atteignent ou non les critères? Donnez-vous un ordre de grandeur. Puis en faisant l'exercice comme ça, puis en brainstormant avec vos collègues, puis pas juste vos collègues TI, ça prend les gens d'affaires aussi, vous allez développer justement peut-être des call-in de belles idées, puis des beaux modèles justement d'objectifs et des modèles de critères pour aider les appros justement à faire l'inventaire des différents fournisseurs et puis s'assurer justement que vous allez rencontrer vos objectifs, là. C'est ça, il faut rencontrer les objectifs. Puis on revient toujours aussi sur les objectifs d'affaires. Là. Moi, une des premières questions que je pose, puis quand je sens que les gens ne savent pas trop où s'en vont, c'est de dire, c'est quoi le besoin d'affaires? Qu'est-ce qui sous-tend le besoin? Puis généralement, c'est rare que le besoin d'affaires n'est pas aligné avec la sécurité. Là. C'est très, très rare. Surtout quand on dit aux gestionnaires en question, mais donc tes infos pourraient se trouver sur les internets, puis tu pourrais passer les journaux. Généralement, il est assez prompt à mettre des mesures en place, puis assez prompt à vouloir réduire la situation, parce que puis là, pour moi, ma dernière nouvelle, c'est le niveau de la gestion des incidents, où lequel on en parle beaucoup, ça a occupé les nouvelles, on le voit pas, on le voit moins, le Promutuel, Beneva qui ont été publiquement affectés, d'autres aussi qui ont été affectés par des problèmes, c'est tout le volet de gestion des incidents qui n'est peut-être pas à un niveau de maturité suffisant. Là, les articles dans les show notes vont spécifier, entre autres, tout le volet d'automatisation. Mais ça veut dire que vous avez déjà toute une énorme infrastructure en place et une maturité très grande. Mais c'est important d'y arriver parce que ça met le temps de vos analyses sécurité à des choses productives et non à gérer des alertes de premier niveau, des choses très, très simples. Ça veut donc ça les permet de se concentrer sur des choses qui apportent de la valeur à l'organisation. Puis on parle encore du besoin d'affaires. Il faut que ça apporte de la valeur à l'organisation. Puis dans les nouvelles autres, parce que j'en ai une tonne, j'ai 2 références à Cobit. Là, j'étais un peu surexcité cette enregistrement-là, ça a l'air. Fait que j'ai dû trier beaucoup de ce que j'ai, mais j'ai dû laisser quand même dans les show notes. Mais j'ai 2 références à Cobit qui sont des éléments où justement Cobit amène toujours l'apport de valeur d'une activité dans l'organisation. Il faut qu'elle apporte une valeur. Donc, il faut que les analyses sécurité apportent de la valeur. Si on les fait de juste trier des petites alertes de base, c'est pas bon. Fait qu'il faut commencer à automatiser ça. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, puisque
Je n'ai rarement vu en organisation pour le moment trouver la source du problème. Et pas la source technologique, et ne pas dire que c'est la faute de l'humain, mais trouver la vraie source du problème, le fait que pourquoi l'utilisateur a cliqué sur le courriel, c'est pas la faute de l'utilisateur, c'est parce que celui-ci n'était pas suffisamment éduqué, n'est pas suffisamment informé à savoir qu'il faut faire attention. Et c'est quoi les indicateurs pour l'aider à faire le choix judicieux? J'ai toujours le cas de la dame, ou comme les Français disent, Madame Michu, qui a ouvert un courriel malicieux 8 fois de suite. Donc, à partir de ça, ces 8 fois-là, c'est trop. Elle a eu une intervention particulière, cette personne-là, justement, pour l'aider à cheminer puis l'aider à progresser au niveau de la cyber puis de l'aider à faire les meilleurs choix. Mais là, ultimement, c'est pas la faute de la dame en question, c'est parce que cette dame-là n'était pas suffisamment informée, n'était pas suffisamment encadrée au niveau des TI. C'est pas juste la technologie, c'est pas juste les humains, c'est tout l'ensemble du système qui doit être fait. Fait que souvent, la cause racine n'est rarement technologique ou humaine, dans le sens où il y a peut-être une défaillance ailleurs dans les systèmes. Il faut se poser les vraies questions en ce sens-là. Oui. Non, c'est bon. Parce que c'est une lancée, là. Non, c'est bon. Je suis en train de m'étouffer. Je m'apprêtais à m'étouffer. Okay, j'ai tout rattrapé. Non, c'est correct. Non, j'ai rien à rajouter, Nico, là. Effectivement, là, comme tu dis. Oui. Je suis d'accord avec toi. Ah, c'est très agréable, mais c'est pas nécessaire. tu peux contester. Mais non, c'est ça. Fait que gestion d'incident, c'est des compétences aussi qui sont à acquérir pour l'avoir vu à plusieurs places. Si vous avez des habiletés là-dedans, puis c'est très difficile, la gestion d'incident, c'est très dur sur les nerfs. Si vous êtes capable de ça, c'est des compétences très utiles à développer, très intéressantes. Là, moi, j'adore. Là, ça, c'est mon univers dans lequel je vis un peu plus. Terminons avec une dernière nouvelle de Vincent sur les systèmes anti-tricherie dans les universités. On en a déjà abordé dans d'autres contextes ces volets-là, puis ça fait encore les nouvelles, puis je pense que c'est pas terminé, là. Non, effectivement, oui, c'est vrai, tu as raison, on l'a déjà abordé. Là, écoutez, vous irez voir la nouvelle, mais brièvement, là, le logiciel, c'est Respondus qui s'appelle, qui est utilisé notamment à McMaster University. Et puis, c'est un logiciel qui utilise le micro de votre ordinateur, la caméra, ça vous scrute. Fait qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui regarde par-dessus votre épaule, vous avez quelqu'un d'en face, on va appeler ça de même. Vous avez un outil intelligent d'en face qui décide ou non d'envoyer un vrai ou un faux positif à votre enseignant. À savoir, il y a peut-être un moment où vous étiez en train de tricher. Et puis, là, présentement, ça crée une grande anxiété auprès de ces étudiants-là. Surtout, entre autres, que c'est configurable comme logiciel. C'est dans les mains de la configuration est dans les mains de l'enseignant. C'est l'enseignant qui va activer ou non certaines fonctionnalités, certains indicateurs, et puis c'est à sa discrétion. Donc, il n'est pas obligé justement d'annoncer c'est quoi le modèle de surveillance qu'il va appliquer lors de l'examen X, Y, Z. Il peut changer de modèle s'il veut. Moi, là, la question que je me pose, je comprends, on est en télétravail, ça prend des outils comme ça, c'est correct. Tout outil est développé avec une bonne intention, il y a une bonne façon de l'utiliser. Moi, en fait, c'est ce que je me demande, c'est à quel point ces outils-là ont été testés dans le cadre d'une surveillance à un examen pour de la tricherie. Et puis 2, la compréhension de l'enseignant au niveau des fonctionnalités et des données qui va recueillir justement en vue d'une analyse. J'ai pas l'impression que le logiciel va dire hey, lui il triche là, check là. En telle heure, il triche là, je suis convaincu. Je penserais pas. Je pense que moi, c'est plus des indicateurs de ça va prendre d'autres indicateurs, puis peut-être ensemble, on va déceler de la tricherie. Je ne sais pas à quel point les enseignants sont à l'aise avec ce type d'information-là. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle en arrière. Je dis intelligence artificielle, c'est plus des modèles, j'ai l'impression, prédéfinis qui vont donner un résultat X.
Mais dans un contexte de tricherie, j'ai pas l'impression que c'est fait pour ça. Moi, j'ai l'impression que la base de ça, c'est très militaire. Puis c'est beaucoup pour de l'espionnage. Mais là, pour des étudiants, là, ça commence, je trouve que ça commence à être un peu élevé. Surtout que ça doit être très intrusif, là. Ouais, je suis sûr que l'information est de très haute qualité, première des choses. Puis, oui, tu as raison, c'est intrusif. C'est intrusif, mais je vais me permettre de nuancer. Puis en passant, c'est pas une opinion générique là, que je vous transmets. Je vais me permettre de nuancer en vous disant ceci. Vous seriez en classe avec l'enseignant assis en face de vous, mais avec vos collègues à gauche et à droite, 20 dans une classe. Une fois de temps en temps, l'enseignant va se lever puis il va regarder. Le logiciel fait un peu la même affaire, mais la seule affaire, c'est qu'il n'est pas derrière vous. Vous l'avez d'en face, puis utilise vos dispositifs. Puis rendu là, ben encore là, je réitère, mon inquiétude, c'est comment l'enseignant est capable d'évaluer l'information qu'il reçoit de façon juste et adéquate. Il n'est pas sur place. Le danger, il est là. Le danger, c'est que il y a des étudiants que ça rend nerveux et anxieux, vont avoir un comportement très différent qui va donner justement beaucoup de faux positifs à vos données. Et puis, dans les circonstances, vous n'aurez pas une bonne qualité de données. Les enseignants vont se mettre à paranoïer. Ils vont voir des tricheurs partout. C'est ça qui risque d'arriver aussi, là. Ouais, ben c'est comme répliquer un modèle. Ben, là, tu faisais référence à la classe de cours où le surveillant va passer, va s'assurer que tout fonctionne, qu'il n'y a pas de triche, puis ainsi de suite. Par contre, c'est un modèle qui est très au niveau de la présence en classe, avec le fait que tu avais du monde autour, puis le mode de tricherie, il est spécifique dans cet univers-là. Puis oui, c'est sûr qu'on fait un effort assez grand pour limiter la triche. Par contre, il y a quand même un certain seuil dans lequel ce niveau-là est quand même, tu sais, c'est pas de la surveillance ultra précise puis assurer que 100% des gens ne trichent pas. Là, il y a comme toujours un espace à l'humain là-dedans, dans tout ça. Puis bon, il y en a qui sont plus malins que d'autres, donc vont réussir à passer les mailles du filet. Puis à la limite, dans ce contexte-là, c'est peut-être même plus facile de tricher en présentiel qu'en virtuel, là, si on regarde ça comme ça. Fait que, il y a peut-être des gens qui vont vouloir revenir dans le modèle de présentiel. Mais à un moment donné aussi, c'est à quel point on veut répliquer le modèle de l'évaluation en classe versus à ce qu'on devrait peut-être repenser le modèle d'évaluation à distance et comment on l'exécute. C'est sûr que jusqu'à un certain seuil, on doit s'assurer que l'évaluation des compétences est faite, s'assure que la personne maîtrise le sujet en question. C'est peut-être la façon dont on évalue ça qui devrait peut-être être revue, plus que de commencer à mettre un million de caméras, de micros, puis de senseurs dans la pièce où la personne fait son examen, puis de voir à ce moment-là si par malheur les yeux ont bougé un peu trop vers la droite pendant l'examen, puis là ça c'est louche, puis là c'est inspecté, puis juste parce qu'il peut-être était nerveux ou anxieux, puis qu'il y avait un défi là. Alors, t'as raison, là. Je pense que, en fait, je pense qu'ils ont comme pris ça comme étant un problème pour lequel ça prenait une solution. Vite, ça prend une solution. Il y a des tricheurs. J'espère me tromper. Il a sûrement dû avoir une réflexion en disant, ben, attendez, là, ils sont à la maison, là. On commencera pas à dire que tout le monde est tricheur jusqu'à preuve du contraire. On va plutôt dire qu'on n'a pas de tricheur jusqu'à preuve du contraire, ou peut-être que la tricherie devrait être prise sur un angle très différent en termes de réflexion auprès des enseignants, auprès du corps professoral, en fait, auprès du ministère, etc., étant donné la situation actuelle. C'est peut-être que vous avez pris ça très facile en disant, hey, logiciel de surveillance, paf! On achète les licences pour nos étudiants. Paf! On installe. Paf! On scrute. Paf! On va déceler des tricheurs. Je caricature. Ben, c'est de même là, que vous avez pensé. Là. C'est pas compliqué. Là. Mais faudrait peut-être prendre ça sous un autre angle, tout simplement. Arrêter de penser que les gens trichent. Il y a peut-être un autre moyen de donner des examens aussi. Là. Il y a peut-être un autre moyen que
il y a deux formes d'examen, l'examen qui est objectif, puis l'examen qui est plus qualitatif, là, celui avec réponse à développement, puis celui avec choix de réponse. C'est des modèles qui sont éprouvés. Ça serait-tu de changer ces modèles-là, donner droit à des notes de cours, rendre peut-être rehausser le niveau de complexité et donner le droit aux notes de cours. Je suis convaincu que vous avez eu ces réflexions-là au niveau des ministères de l'Éducation puis du corps professoral. Ouais, je sais pas, c'est ça, je sais pas à quel point, parce que je vois ce qui est en train de se passer, là, puis tu vas le voir aussi avec tes enfants. C'est l'effet, le retour à l'école, les éléments comme ça. Là, ça, c'est l'approche que le Québec prend. Je sais qu'il y a d'autres provinces, d'autres qui vont intégrer de façon permanente le télééducation dans leur corpus. Il y a différentes écoles de pensée face à ça. Il y a plusieurs approches possibles. Pour moi, c'est comme ma perception. Je suis beaucoup plus... je crois beaucoup plus à un modèle hybride, c'est-à-dire un peu ce qu'on a vu au Québec, là, c'est-à-dire un jour sur deux à l'école. Donc, oui, il y a de la présence, oui, il y a un certain nombre de choses comme ça. Fait qu'on est capable de quand même réintégrer les façons classiques d'enseignement et de permettre aux étudiants de socialiser, ce qui est très sain aussi. Mais en même temps, de leur donner des outils de télééducation, puis les habituer à ce que va devenir le marché du travail futur aussi. Donc, ça va être un peu ça. Donc, des habitués à ça, puis leur permettre d'évoluer à leur vitesse. Là, c'est aussi peut-être... je veux dire, une paresse de certains professeurs de ne pas vouloir adapter leurs examens au nouveau mode. J'en ai fait largement à l'université des examens à livre ouvert. Puis c'est pas parce que tu es à livre ouvert, si tu connais pas ta matière, tu vas juste mourir pareil. Là. Ça se fait pas. Parce que la façon que l'examen est fait ne te permet pas, c'est pas un avantage certain d'avoir un livre ouvert. Si tu connais pas ta matière, tu vas échouer ton examen pareil parce que l'examen est fait de telle façon avec la densité et la vitesse que tu dois aller que si tu maîtrises pas ta matière, tu sais pas où chercher ou tu n'as pas ton information, tu vas juste comme chercher tout le temps à perdre ton temps à chercher puis dans le fond, tu vas dépasser le temps et tu réussiras pas à faire l'examen. Fait que c'est sûr que des façons, peut-être pas dans tous les domaines, là, dans ce cas-ci, moi, c'était en droit dans lequel ces examens-là où ils bourraient au maximum le contenu, mais tu avais le droit à tes notes de cours. Fait que si là, tu maîtrises de toute façon, fait t'étais coincé, là. Fait que c'était peut-être juste pour aller chercher, genre, t'avais un blanc sur un article spécifique, là, tu étais capable de te dépanner, mais pas juste de t'assumer le fait que j'étudierai pas, je vais te chiller la veille de l'examen puis je vais être correct. Non, si tu fais ça, ça marche pas. Ou puis bon bref, il y a différentes structures, c'est à voir, puis quitte à ce que peut-être que ça se prête pas des examens à distance non plus, peut-être que c'est pas fait pour faire ça. Il faut pas que tu sais, la façon que tu relates, c'est comme si les professeurs c'est comme la Gestapo, là, tu sais, tout le monde est suspect, on va inspecter tout le monde, on va mettre 3 agents de sécurité chez la personne, chez l'étudiant pour être sûr que il n'y a pas aucune façon de tricher, puis que lui, là, on sent qu'il n'est pas honnête, là. Fait que c'est un peu... Jamais. Je vois ton tableau en arrière, là, ça me fait penser à Tintin, Gestapo. J'ai toujours trouvé ça très, très cool comme nom d'un corps policier, de police secrète ou police militaire, là. La Gestapo, là, ça flash comme nom, ça résonne. Mais non, regarde, t'as raison, Nico, là, je pense qu'il y a une petite, je pense l'anxiété. Les élèves se sentent anxieux. Ça parle beaucoup d'informations très personnelles, là. Est-ce que les enregistrements vidéo sont récupérés? Est-ce que les professeurs ont des mauvaises intentions avec toute cette information-là? Est-ce que les professeurs ont accès, première des choses, à cette information-là? Tu sais, dans tout le modèle de chaîne d'appro, là, du démarrage de l'examen, la récupération des données, le traitement des données, est-ce que c'est entre les mains des enseignants? Est-ce que c'est entre les mains de quelqu'un d'autre? Pas oublier une chose, un enseignant est également votre allié, hein? Il vous a vu, il vous connaît. S'il voit une vidéo où vous avez un comportement qui est complètement en écart à ce qu'il connaît de vous, il va être capable de bien évaluer peut-être beaucoup mieux que le logiciel ou l'interpréteur clown qui prétend bien connaître les réactions, là. Peut-être qu'il va comprendre que, attends un petit peu, là, cet élève-là a jamais eu un tel comportement ou une telle nervosité. Je l'ai toujours vu de telle et telle manière. Ah, OK. Parce que le logiciel est en train de dire ici, elle triche. Regarde, là.
Ton logiciel la rend anxieuse, anxieuse, anxieuse. La chimie entre ses deux oreilles fait en sorte qu'elle a une réaction à laquelle elle n'est pas habituée, parce que et voilà, de toute façon, vous me suivez là-dedans, là. Fait que, au niveau de la chaîne d'appro, là-dedans, là, jusqu'à la récupération des données, puis par pitié, quand c'est réglé, j'espère que ces données-là, vous mettez ça au vidange, là. Mettez pas ça dans un système pour avoir de la donnée historique, puis moi, je pense que je pense que votre intention est là, avoir de la donnée historique, avoir des meilleurs résultats. Là, vous êtes dans un contexte un peu particulier, là, avec la donnée. Tu l'as dit, c'est intrusif, Nico, hein? Ces gens-là, tu laisses pénétrer des gens chez toi, là, dans ton intimité, là, pour un examen, là, pour une surveillance, mais bon. Ouais, c'est ça. Fait que on est toujours dans un drôle d'univers à ce moment-là. Comment on fait ça? Je vais le suivre. Je vais le suivre pour faire un suivi là-dessus. Je sais pas si je vais avoir, s'il va y avoir d'autres articles, là, mais je vais faire un suivi sur celui-là. Je le trouve le fun. Je pense qu'il y a de la matière. Moi, je pense que oui. J'en avais vu d'autres articles aussi sur ce sujet-là. Fait que c'est un sujet qui est très, très vivant, un peu comme on voit avec Clearview AI, qu'on voit avec la surveillance dans les centres d'achat. Ce sont tous des sujets qui sont quand même sur une très longue période de temps. Fait qu'on va voir de l'évolution, voir si les pratiques vont évoluer, vont changer avec ça, là, parce que il y a des questions de société à se poser avec ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut que nos examens soient? Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans cet univers-là? Puis ça, c'est comme des relents de super surveillance. C'est comme le Big Brother de l'université qui est chez vous, là. Oui, je comprends que c'est bon d'être capable de certifier que l'examen il était fait de façon honnête par la bonne personne, puis ainsi de suite. Puis je comprends le modèle d'affaires, mais c'est pas des affaires, c'est une université, c'est une maison de savoir. Ou même les écoles sont aussi ça. Si on regarde le modèle d'enseignement des pays d'Europe du Nord, où je pense que les premiers examens arrivent genre en 4e année. Là, avant ça, il n'y a aucun examen. Là. Le but, c'est pas d'évaluer, le but, c'est juste d'amener puis l'examen, puis je me rappelle, j'étais jeune, ça me faisait, j'haïssais ça pour mourir un examen, là. Mais comme tous les jeunes de tous les temps, on déteste les examens. Mais c'est un outil de mesure d'absorption de l'information. Puis c'est juste ça que ça doit être fait. Puis là, on s'en sert pas comme un outil de mesure, on s'en sert comme un outil de quasiment un châtiment, là, de tu passes pas, t'es mal. Fait que là, ça n'est pas exactement dans le bon ordre, tant qu'à moi, là, pour point de vue d'acquisition de connaissances et acquisition de progresser dans l'univers, là, dans la société. Tu sais, c'est le fun, la langue que tu prends. Ça a deux effets, l'examen, hein? Deux effets. Indicateur d'absorption de la matière ou indicateur du talent de l'enseignant à transmettre la matière. Ça peut être très dangereux aussi pour l'enseignant parce que ça pourrait se revirer contre lui. Malheureusement, chers enseignants, je vous aime beaucoup, là, mais l'examen, je pense que l'idée première de l'examen devrait être un indicateur très noble, probablement. Retournez donc aux sources, là, puis ramenez cet indicateur-là à ce qu'il doit être et faites-en un indicateur à ce qu'il devrait être pour maintenant et le futur. Là. Ben oui. C'est un indicateur, c'est un KPI. C'est tout ce que je sais. Puis pour les autres, c'est un bulletin, c'est un tableau de bord qu'on devrait avoir. Puis pour les autres qui m'écoutent, là, qui sont en informatique, puis pas en informatique, là, je dis indicateur, je viens du monde de l'audit, mais je suis un gars TI, je suis un ancien sysadmin puis DBA. Un métrique, si vous préférez. OK? Ça vous parle-tu un peu plus, ça? J'avais mon ancien boss qui avait une horreur de ce mot-là, métrique. Puis, heureusement pour le monde TI, c'est le terme qu'on utilise. Et en passant, métrique, ça veut dire indicateur en anglais, tabarnak. Fait que quand j'ai ramené ça à mon boss, j'ai ramené poliment, là, il m'a regardé puis il m'a dit, moi je parle français. Ben, j'ai dit, c'est correct. Je vais parler français c'est une réponse aussi. très... Je vais parler français aussi, mais bon, c'est correct. Mais tu sais, l'autre élément aussi que tu as amené Clearview AI, là, où c'était purement marketing, hein. Puis, excusez-moi, là, les gens du marketing qui m'écoutent, là, va falloir à un moment donné, pas m'expliquer parce que je comprends. Va falloir, par contre, m'expliquer une chose. Votre acharnement sur rehaussement de l'expérience utilisateur.
Vous savez, c'est épouvantable comment on dirait que c'est votre porte d'entrée à tout projet. Je fais des installations, j'ai des petites bebelles pour agrémenter ma vie dans la maison. Google Home ici, Siri là, PlayStation, puis des petites commandes le fun, bon, etc. Des lumières qui allument à telle heure avec un ordonnanceur. Oui, je parle français, je dis un ordonnanceur et non un céduleur. Céduleur, c'est un mot qui n'existe pas. Désolé, chère personne en informatique, c'est un mot qui n'existe pas, mais bon. Et puis c'est effectivement intrusif. Puis dernièrement, j'ai un appareil qui s'est comme réinitialisé. Puis il y avait les fameuses questions de voulez-vous transmettre l'information à Google pour qu'elle soit analysée et ainsi quand nous arrivions avec des nouveautés, blabla, pour rehausser votre expérience utilisateur. Non! Non! La réponse, c'est non! J'ai acheté ça parce que j'ai fait des recherches, j'ai établi mes critères, puis je l'ai acheté parce que ça répondait à mes critères. Puis je le savais ce que j'allais en faire de ça. Puis ça marche. Ce que j'utilise le plus, c'est OK Google, minuterie, 10 minutes. Calice. Je veux pas de rehaussement d'expérience utilisateur. Lâchez-moi avec ça. Alors, il va falloir à un moment donné que vous m'expliquiez votre acharnement. C'est quoi que... Mais bon. Ouais, puis de toute façon, pour ce que j'ai pu voir d'amélioration, là, tu parles de Google Home ou HomePod, ou même ces logiciels-là, ou sur nos téléphones cellulaires, les améliorations d'expérience utilisateur, là, on suppose que on va dire au moins 50% des personnes qui acceptent l'idée que leurs données sont envoyées pour améliorer ça. L'expérience utilisateur, j'ai pas vu évoluer à la vitesse suffisante pour justifier l'ensemble de ça. Là. Généralement, c'est très lent, c'est sur des cycles de 12, 18, 24 mois. Là. Fait que là, on n'est pas dans l'agilité. Là. Fait que rendu là, expérience utilisateur, wow, j'ai pas vu les effets, mettons. Ça me convainc pas. Fait que tu sais, l'idée de Clearview AI, là, puis son histoire de centre d'achat, c'est Cadillac Fairview, puis pouf, déménage le siège social aux États-Unis, pouf, des possibles poursuites qui s'en viennent, puis ça. Écoutez, là, quelle expérience utilisateur. Je reviens tout le temps à ça, hein. Vous voulez ma face, vous voulez voir mes yeux, vous voulez voir qu'est-ce que je regarde dans une vitrine, voir dans quelle boutique je rentre. Pour faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Tu sais, l'expérience utilisateur, c'est moi. Puis, moi, vous avez ma face, vous avez mes yeux, vous voyez ce que je regarde, mais vous n'avez pas mon adresse, vous n'avez pas mon numéro de téléphone, vous n'avez pas mes coordonnées, vous n'avez pas mes informations nominatives. Quelle expérience utilisateur? Pour le magasin? Ah! OK, pour le centre d'achat et ses boutiques. Donc, ça n'a rien à voir avec l'expérience utilisateur. Ça a à voir avec donnons un coup de main avec l'intelligence artificielle pour que les boutiques fassent plus d'argent. Tu sais, l'expérience utilisateur, elle est là. Écoute, peut-être que vous allez attraper quelques personnes qui vont faire esti. Là, ils ont aménagé le centre d'achat comme je le pensais. Wow! Je vais acheter plus. Peut-être, il y en a, là. Vous allez en avoir. L'expérience utilisateur, c'est pas de l'expérience utilisateur, là. C'est de l'expérience commerciale. Vous voulez rehausser les ventes. Ouais, c'est toujours comment pousser plus de ventes dans la gorge des consommateurs. Là. C'est ça qui arrive au bout du compte. Là. Puis en plus, on considère que la plupart des gens dépensent beaucoup plus d'argent qu'ils ont vraiment, puis donc ils s'endettent. On est dans un drôle de modèle en plus. On est dans un modèle qui favorise l'endettement des gens parce que les commerçants veulent vendre plus au lieu de vendre mieux. Et tu sais, il y a une différence aussi entre mieux et plus. C'est pas la même chose. Puis de toute façon, anyway, j'aime pas l'expérience de centre d'achat. Là. C'est pas le genre d'endroit où j'aime traîner ou j'aime être de toute façon. Fait que pour moi, ça me branche pas. Mais en même temps, tout ça est quand même répliqué dans les boutiques virtuelles dans lesquelles je navigue beaucoup plus. Dans lesquelles je suis beaucoup plus là. Puis donc que Amazon vient me suggérer des choses, Facebook me suggère des choses et des éléments comme ça.
Jusqu'à temps que le confinement, je trouvais que les publicités suggérées n'étaient pas exactes dans mon cas. Fait que j'imagine qu'il y a quelque chose qui venait de troubler dans les algorithmes de ce que je faisais. Fait que clairement, ils comprenaient pas mon algorithme à moi, fait qu'ils étaient pas capables de me déduire. Depuis le confinement, ils sont un peu mieux parce que mon fait de pas être dans un centre d'achat du tout, mais vraiment acheter 100% virtuel, ben là, fait que je laisse plus de traces, puis là, je laisse plus de capacité à ça. Mais est-ce que ça change mes modèles d'achat? Absolument pas. Si j'ai pas... c'est ça. Ça change rien. Mon expérience utilisateur ne changera pas. Puis ces affaires-là de faire view, puis je trouve juste c'est intrusif, c'est inutile. Puis mettez donc quelqu'un humain là, puis il va faire la même job, puis peut-être même mieux. Puis c'est un peu, je pense... C'est tant qu'à puis que je pensais pendant que tu relatais les choses. Tant qu'à ça, c'est juste parce que il y a tellement pas beaucoup d'humains qui sont capables de justement de sentir comment les autres humains sont. Ils sont obligés de mettre des machines pour compenser les capacités des gens à réfléchir réellement. Fait que là, on est vraiment dans un monde peut-être à la limite de paresse, de relationnel, que dans un modèle de réelle volonté d'améliorer les choses. Peut-être. Ah, écoute, je vais te laisser conclure là-dessus. Ça a été très bien dit, Nico. Je suis totalement d'accord avec toi. Je vois l'image. Je pense au film Wall-E, où les humains sont devenus tellement paresseux qu'ils en sont devenus obèses, sont plus capables de se déplacer. Ils laissent les machines travailler à leur place, gérer le déchet à leur place, puis créer des déchets. Puis, moi, en tout cas, je dis pas que l'Rio AI, c'est un déchet. Je pense que la pandémie fait en sorte que là, le mode de vie, c'est bien plate pour les centres d'achat, mais c'est plus bien le modèle ça va devenir un modèle de flânage pour les ados de 14 à 18 ans, point. Mais c'est plus le modèle de consommation qu'on a de besoin puis qui est nécessaire. Puis je vais dire comme toi, je vois qu'Amazon est beaucoup plus précis dans les petites bannières qui affichent au nord, sud, est et à l'ouest, là, puis Google également, puis Facebook, etc. Là. Mais on est, je nous considère de la vieille école, là. Notre enseignement il n'y avait pas de crédit à notre époque. On voulait faire un achat, c'était selon nos moyens, puis on réfléchissait et on était patient. On l'achetait quand les moyens étaient là, tout simplement. Fait que les achats impulsifs, il y en a, j'en fais, mais c'est beaucoup moins prononcé. J'ai l'impression que la nouvelle génération, pour qui le crédit est beaucoup plus facile, mais bon. Ouais, ben c'est ça, c'est un changement très différent à la consommation. Puis même à la limite, là, si on regarde les centres d'achat, là, si j'avais un de mes amis qui me relatait le fait que tu peux encore avoir une expérience, quelque chose d'achat immédiat là, que le centre d'achat peut te fournir. Dans le cas qu'elle me relatait, c'est l'achat d'un équipement informatique chez Best Buy. Puis ce qu'il fait, c'est que tu l'achètes en ligne, tu te présentes là-bas, puis avec la façon de m'expliquer, il y a comme un code sur un écran qu'elle tapait, puis là, d'un coup, il y a quelqu'un qui apparaissait avec ton objet, te le donnait, tu t'en allais. Fait qu'on est vraiment dans la commande à l'auto pour les achats de toute nature, de tout acabit. Fait qu'on est vraiment rendu là. Si on est vraiment pressé et on le veut dans le moment même, ben ces commerçants ont commencé aussi à réadapter leur approche de consommation immédiate là, de la façon qu'on était habitué avant le confinement. Là. Ben oui, on va conclure là-dessus, parce que là, on est comme dérapé vraiment en bas sur plein de choses qui finalement sont pas de la sécurité pas en tout, mais qui sont très agréables à parler quand même. Et puis ça, c'est encore très agréable. On a encore abordé plein de sujets. Je pense qu'à la barge de choses que j'avais dans les choses autres qu'on n'a pas abordées, on va devoir commencer à être... En tout cas, je vais commencer, parce que c'est ma faute, être plus assidu sur les enregistrements, parce que là, j'étais largement chargé au mois de mars, donc on va essayer de... ça avec l'arrivée du Sécur et ainsi de suite. Donc, sur ça, bonne semaine. Oui, bonne semaine, puis faites-toi-en pas pour les enregistrements, là. Regarde, le Sécur, t'es impliqué, fait que t'as le droit du repos, cher ami, là, hein? On essaye. Faut pas que tu fasses comme les employés de Golden Sack. As-tu vu ce qu'ils ont fait la semaine passée? Oui. Écoute, c'est pour malade. ceux qui ne savent pas, c'est très rapide. Les employés de première année chez Golden Sack sont fait royalement
exploités par l'employeur. Ils avaient une moyenne de 98 heures par semaine d'ouvrage à faire. Certains, 18 à 24 à 36 heures d'affilée pour répondre à de la clientèle, faire des dossiers. Alors, ils ont décidé de présenter à la haute direction. Ils ont fait une proposition d'un nombre d'heures maximum qu'ils sont prêts à faire en première année. Ils l'ont mis à 80 heures, ce qui est démesuré si vous voulez mon avis. Mais ça a été présenté à des médias. Mais ça a été présenté, je trouve, de façon insidieuse, sournoise, très intelligente, par contre, pour justement que l'employeur se mette à peut-être réfléchir sur la charge de travail. Puis télétravail, c'est pas parce qu'on se déplace plus. Ben, en fait, c'est pas parce que le déplacement entre votre lit et votre bureau couvre 5 mètres que tout d'un coup, vous avez plus de temps. C'est pas parce qu'il y a de la place dans votre agenda qu'il faut le remplir, tabarnak. Faut le petit 5 minutes qu'on avait ou 10 minutes pour se déplacer d'une salle à l'autre, là, ben, il est nécessaire pour aller aux toilettes une fois de temps en temps, se faire un deuxième café, aller luncher, se détendre, enlever nos yeux de l'écran. Mais bon. Alors voilà. Ouais, puis de toute façon, rendu à un certain seuil, il n'y a plus de créativité, puis il n'y a plus de capacité d'imagination qui disparaît. On a besoin de vraiment se ressourcer fort sur ce genre de choses-là, puis plus tu extrais ton jus de cerveau, moins il y en a, puis moins il y a le temps de réapparaître. Là. Ces temps de repos-là sont très nécessaires, puis j'ai été dans une année qui a été assez funky, fait que je me suis rendu compte que année, il n'y a plus de jus, fait que il faut arrêter. C'est comme ça, fait que c'est un peu malade. Mais non, on va essayer justement pour avoir plus une remarque par rapport à l'immensité du nombre de nouvelles que j'aurais voulu aborder, qui dans un temps raisonnable n'était pas fait. Fait que c'est peut-être plus dans cette perspective-là que je vais essayer d'être un peu plus mettre de l'espace dans mon horaire. Bref. Ah ben c'est excellent. Bonne semaine. Yes, bonne semaine.